Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Vous étiez en décembre 2015 à la tête de la COP21 puisque vous étiez ministre des Affaires étrangères et la COP21 à Paris venait de conclure un accord sur le climat. On regarde ces quelques images. J'ai une pensée particulière enfin pour tous ceux qui auraient voulu être là mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Voilà, le marteau, vous l'avez amené, Laurent Fabius, il est là. Oui, c'est le marteau qui symbolise, au fond, la COP21. Alors, il y a 3 signatures, là. Il y a la signature de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, de François Hollande, président de la République, et de moi, qui ai préparé, négocié et présidé avec le monde entier la COP. Donc c'est un objet historique qui sera sans doute dans les vitrines dans quelques décennies quand il y aura des expositions sur la COP21. Mais avant de vous laisser la parole plus complètement, Laurent Fabius, hier soir, Donald Trump a dégagé les États-Unis de cet accord auquel ils avaient pourtant participé il y a 1 an et demi. On écoute Donald Trump. Pour tenir mon engagement, pour remplir mon mandat, de protéger ce pays et ses habitants, les États-Unis se retireront de l'accord climat de Paris. Voilà, les États-Unis se retireront de l'accord climat de Paris. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça? J'ai écouté, comme beaucoup, le discours de M. Trump. Et il y a 3 mots, 3 expressions qui, en réfléchissant, me sont venues à l'esprit. D'abord, erreur, faute historique majeure, contre la planète, contre l'humanité. Ensuite, on y viendra peut-être, tissu de mensonges. Et puis, la seule réaction, c'est la mobilisation mondiale. Voilà, alors, erreur historique, faute historique, pourquoi? Parce que la planète, en ce moment, est en alerte rouge. Et donc, il faudrait non seulement appliquer tout l'accord de Paris, mais même aller plus loin. Bien sûr. Et lui dit, moi, je me retire. Ceci dit, la démocratie a ses exigences, ça n'est pas une surprise. Donald Trump l'a dit pendant la campagne présidentielle qu'il a menée. Oui. Si je suis élu, les États-Unis se retireront de l'accord climat. Ah non, mais ça par rapport à son électorat, j'ai rien à dire. Par rapport aux États-Unis, déjà, c'est une faute considérable, puisque les États-Unis sont, vous le savez, le 2e pollueur au monde, et les États-Unis vont souffrir eux-mêmes si le climat commence à augmenter. Mais par rapport au monde, et je trouve qu'il y a dans l'attitude générale de M. Trump une arrogance extraordinaire, parce que si vous réfléchissez, tout le monde, sauf la Syrie de Bachar el-Assad, a signé. Bon. Et lui dit... Nicaragua. Non, Nicaragua, c'est autre chose, parce que Nicaragua pensait que ce n'était pas assez. Bon. Mais, moi, j'ai fait... J'avais tout le monde en face de moi, les 195 pays, et j'ai vu... personne n'a voté contre. Bon. Et je dis que c'est une arrogance incroyable, puisque tout le monde pense que c'est le meilleur accord possible, et M. Trump dit... Je ne suis pas d'accord, et il en tire la conséquence qu'il faudrait que tout le monde renégocie. Eh bien moi je dis que l'esprit de Paris doit l'emporter sur l'esprit d'arrogance. Vous dites aussi tissu de mensonges. Oui, alors c'est une formule un peu modérée, je le concède. Mais qu'est-ce que j'ai à l'esprit? Par exemple, le fonds vert, vous avez entendu ça. Bon, qu'est-ce que c'est que le fonds vert? Le fonds vert, c'est pas du tout le fonds qui va donner 100 milliards par an, c'est une confusion. C'est un fonds qui doit être doté de 10 milliards. Ce n'est pas la même chose. Bon. Et qui doit aller, ces fonds doivent aller aux pays pauvres. Alors il dit, nous payons et les autres ne payent pas. Les chiffres. Les États-Unis doivent 3 milliards. Ils ont payé 1 milliard. La France, elle, a déjà payé 2 milliards. Les Allemands, la même chose. Donc, d'une part, ça va créer un gros problème parce que si on n'aide pas financièrement les pays en développement, comment voulez-vous qu'ils luttent contre le réchauffement climatique? Et d'autre part, quand il dit il n'y a que les États-Unis qui payent et les autres non, mensonge. Autre mensonge. Lorsqu'il dit je décide de me retirer. Quand on regarde précisément, c'est l'article 28 du texte que j'ai fait adopter, il est dit qu'il faut attendre 3 ans avant de pouvoir déposer. Et qu'une fois qu'on a déposé, ça met 1 an en plus. Hasard, ça veut dire que si M. Trump maintient sa position, non seulement elle ne prend pas effet tout de suite, mais elle prendra effet le lendemain du jour où son mandat sera fini.
Et j'imagine que ça va être un aspect très important de la campagne électorale. Mensonge encore, ou omission, il ne parle même pas de la situation du climat qui est dramatique. Et ce n'est pas simplement le climat au sens il va faire chaud, il va faire moins chaud, c'est bien de se bronzer, de ne pas se bronzer, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est les conséquences sur la capacité de la planète de se nourrir, les conséquences sur la santé. En ce moment, le permafrost, c'est-à-dire le sol gelé, est en train de fondre, notamment en Russie, et du coup, des virus sont en train d'émerger. Ça veut dire des mouvements migratoires. On a déjà les problèmes parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui migrent. S'il y a plusieurs centaines de millions, ça veut dire à la fin la guerre. Mais au fond, donc c'est pour ça que je dis que c'est irresponsable et que c'est une erreur absolument historique. Et en même temps, pas si neuf, pardon. On se souvient de George Bush qui disait le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Et c'est pour ça qu'il s'est absolument rien passé pendant 7 ans sous George Bush. Donc après, il y a Barack Obama. Et puis finalement, sous Donald Trump, de toute façon, on ne ratifie pas, on ne signe pas. Oui, donc c'est un peu l'Amérique éternelle quand même, non? Oh non, je ne crois pas. Parce que d'abord, vous oubliez quand même, c'est pas négligeable, Obama. Et vous oubliez la réalité. Et si on a pu faire l'accord de Paris, c'est parce qu'il y a une conjonction des planètes. L'accord de Paris, c'est tous les pays du monde, mais c'est beaucoup les Chinois, les Américains, les Français, les Européens. Bon, et puis vous oubliez beaucoup d'Américains. Ce qui vous a frappé sûrement, c'est la réaction de beaucoup d'Américains. C'est-à-dire non seulement les États américains, mais les entreprises américaines. Et c'est contraire aux intérêts des Américains. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut, grâce aux États qui sont d'accord, arriver au même chiffre, finalement, que ceux auxquels on serait arrivé si les Américains avaient signé? Ça veut dire qu'il faut que les autres, Madame Synthèse, fassent encore plus. Soyons clairs. Nous compris. Nous compris, y compris sur le plan financier. Je suis carré. L'une des difficultés que j'ai eu à surmonter, c'est que toute une série de pays disaient « c'est très bien vos affaires, mais où sont les technologies, où sont les finances ?» Bon, à partir du moment où les États-Unis, ça c'est quelque chose que peut faire M. Trump, qu'il a commencé à faire, coupe les finances officielles, eh bien il faut qu'il y ait des substituts. En même temps, si à chaque fois qu'un État se retire, on paye plus, ça peut donner aussi envie à d'autres États de se retirer. Oui, alors il y a aussi ce risque de domino, comme on dit, et c'est vrai qu'il y a des États qui ont signé mais qui n'ont pas ratifié. C'est vrai pour la Russie, c'est vrai pour la Turquie et quelques autres. Donc, il va falloir répondre par une mobilisation mondiale. Et vous avez entendu le président de la République hier. Il y a des contacts avec Mme Merkel, avec l'Italie. Il y a aujourd'hui une réunion entre l'Union européenne et la Chine. On a besoin que tout ça coagule dans le bon sens. Et on y vient dans une minute, tout pile. Il est 8h40 sur France Info. Avec de très nombreuses réactions après cette annonce de Donald Trump, le président américain qui a commis une faute pour l'avenir de notre planète, dit Emmanuel Macron, qui s'est exprimé hier soir en français puis en anglais. Décision calamiteuse, dit ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. Angela Merkel, elle regrette la décision des États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Italie qui s'engagent à mettre en œuvre l'accord de Paris. La Chine, elle déplore un revers mondial. Grande déception du côté des Nations Unies. La polémique autour de Richard Ferrand, mais aussi celle concernant Marielle de Sarnez, mauvaise pour l'image du gouvernement. Résultat d'une enquête Odoxa pour France Info. Un peu plus d'une personne interrogée sur 2 estime aussi qu'Emmanuel Macron a tort de maintenir le ministre de la Cohésion des Territoires à son poste. Son voyage doit durer près de 3h30, retour sur Terre pour Thomas Pesquet. Après plus de 6 mois dans l'espace, le Français doit atterrir dans sa capsule Soyouz à 16h09 très précisément au Kazakhstan. Et puis plus terre à terre et dans le sens des départs. Cette fois, attention, si vous prenez la route cet après-midi, c'est orange et même rouge en Ile-de-France pour le début du week-end de la Pentecôte. France Info. Laurent Fabius est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Dans l'émission politique, question Jean-Michel Apathy. Donald Trump hier a expliqué que certes les États-Unis sortaient de l'accord de Paris, mais qu'ils envisageaient de le renégocier cet accord. Et Emmanuel Macron, le président de la République française, a répondu dès hier soir sur ce thème-là. On l'écoute. Nous ne renégocierons pas un accord moins ambitieux. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Le risque n'est-il pas que certains pays profitent de la décision des États-Unis pour tenter de renégocier, justement? Non, c'est irrenégociable. Pourquoi? D'abord, c'est le meilleur compromis possible. Et c'est le point sur lequel, vous vous rappelez peut-être, je n'ai cessé d'insister au moment de la conclusion de l'accord. Quand vous avez 195 pays devant vous, avec des pays riches, des pays pauvres, des pays producteurs de pétrole, des pays consommateurs de pétrole, etc., ça ne peut pas être un pays qui emporte sur toute la thèse. Et si on est arrivé avec un travail de marqueterie extraordinaire à cet accord, c'est parce que c'était à ce moment-là
est de fait le meilleur compromis possible. Donc, renégocier, ça n'aurait aucun sens. Deuxièmement, je reviens sur ce que j'ai appelé l'arrogance. Ce serait quand même incroyable que parce qu'un pays qui se trouve être le deuxième pollueur au monde trouve, d'ailleurs à tort, que cet accord lui est défavorable, ce qui n'est pas vrai, ce seraient les 194 autres qui devraient dire « Ah, monsieur, eh bien, puisque vous n'êtes maintenant plus d'accord, on va reprendre tout. » Non, il n'en est pas question. Et il faut que par rapport à cette position irresponsable de M. Trump, tout le reste du monde, alors il peut y avoir des risques, hein, mais fasse bloc. La Russie, par exemple, n'a pas ratifié. Alors, parce que la Russie a signé, pas mais ratifié il est vrai qu'elle n'a pas ratifié, la Turquie aussi et quelques autres pays. Mais on verra ce que fera M. Poutine. Mais je me rappelle le discours qu'il a tenu à l'époque, qui était de dire c'est un bon accord. Et d'autre part, il y a aussi l'intérêt mondial. La Russie, elle doit réfléchir à ce qu'elle a arrêté du monde. Et puis l'intérêt des Russes eux-mêmes. Je vous ai dit que en Sibérie, il y a la fonte du permafrost qui libère toute une série de virus. De gaz, oui. Et c'est un risque énorme. Et l'Inde, le Premier ministre indien est à Paris. Le Premier ministre Modi, que nous avions convaincu et qui maintenant est très convaincu, vient à Paris demain. Et il rencontrera le président de la République. Et il est très important que l'Inde reste accrochée. Vous pensez que l'Inde restera dans cet accord ? Moi je connais bien M. Modi pour l'avoir rencontré plusieurs fois. C'est un homme qui personnellement croit beaucoup, à la différence de M. Trump, aux technologies vertes. Quand il était Chief Minister du Gujarat, il a fait beaucoup de choses. Il a eu le courage d'engager son pays. C'est méritoire pour lui parce qu'il a à sortir de la pauvreté 300 millions de personnes et sa ressource actuelle, c'est le charbon. Mais je pense que M. Modi sera aussi au rendez-vous. Ce qui est très important, c'est que les petits États et les grands, je pense à la Chine, je pense à l'Union européenne, je pense à l'Inde et à d'autres, fassent bloc et disent non, ce n'est pas parce que M. Trump prend une décision irresponsable que la planète doit souffrir. Gilles Marchand. Laurent Fabius, vous avez cité tout à l'heure les conséquences en Russie, dans le sol russe. Quelles sont les autres conséquences prévisibles, concrètes, pour les citoyens et pour la planète, de la sortie des États-Unis de cet accord ? Alors, ça demande un tout petit détour. J'espère ne pas être trop complexe. Bon. Le fond même de l'accord de Paris, c'est que nous avons obtenu que chaque pays prenne un engagement pour les années qui viennent et dise « voilà l'effort que je vais faire pour arriver à faire que l'augmentation de la température ne dépasse pas 2 degrés, voire 1,5 degré. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle les contributions nationales de chaque État. Quasiment tous les pays ont fourni une contribution nationale. S'il n'y avait pas ces contributions nationales, s'il n'y avait pas cet effort, la planète, le climat augmenterait de 3, 4, 5 degrés, avec des conséquences épouvantables sur les conditions de vie, et à la fin, finalement, sur la vie même, et la guerre ou la paix. 3, 4, 5 degrés d'ici à la fin du siècle. C'est-à-dire ce sont des projections sur un terme qui est assez long. Grâce à la somme de ces engagements, on limite à peu près 3 degrés, 3 degrés et demi. Mais c'est encore beaucoup trop, puisque dans l'accord, nous avons dit il faut que ce soit 2 degrés ou 1,5 degré. Ouais. Et donc, toute la philosophie de l'accord, c'est de dire périodiquement, on va réviser les engagements nationaux, mais chaque pays ne pourra réviser qu'à la hausse, pour que ça améliore. En faire plus. Première révision dans 5 ans, etc. Bon, si tout ça est fait, on peut espérer, même si c'est très difficile, revenir vers les 2 degrés, les 1,5 degré. Là où l'attitude américaine pose évidemment un gros problème, c'est que les Américains, c'est le deuxième pollueur au monde. Et donc, pour ce qui relève de M. Trump, il ne va pas aller dans le bon sens. Il va essayer de réviser plutôt à la baisse son propre engagement. Et donc, il faudra que les autres fassent un effort supplémentaire et que les États américains, les villes américaines, les entreprises américaines qui ne dépendent pas de M. Trump fassent l'effort pour contrer cette décision irresponsable. Alors après cette annonce, on est un peu maintenant à la recherche d'idées. Pascal Canfin, le président de l'association internationale WWF, était l'invité de France Info ce matin et il propose ceci, écoutez-le. Moi, ce que je suggère à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est d'inscrire l'accord de Paris et ses objectifs dans la Constitution française. Ça ferait partie de notre identité collective
politique, diplomatique au XXIe siècle. Comme vous êtes le gardien de la Constitution, vous êtes un interlocuteur idéal pour répondre à cette suggestion. C'est gadget ou pas? Je suis l'interlocuteur idéal. En même temps, je suis le seul qui ne peut pas répondre parce que, comme vous voulez le dire, je serai éventuellement chargé de juger tout cela. Donc, on ne peut pas dire voilà ce que je pense et après juger en toute indépendance. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que d'une part, Pascal Canfin, qui a été mon ministre délégué dans un autre temps, est un homme qui connaît très bien les sujets, que d'autre part, il existe déjà une charte de l'environnement, vous le savez, oui. Et que le Conseil constitutionnel se réfère à cette charte de l'environnement pour prendre ces décisions qui ont la même capacité juridique, la même force juridique que la Constitution elle-même et la Déclaration des droits de l'homme de 89 et le préambule de la Constitution de 46. Bon, voilà. Mais en tout cas, sans me prononcer sur cette question, même si j'ai une idée personnelle, il est très important, et la déclaration du président Macron va en ce sens, que la France garde le leadership qu'elle a commencé de prendre. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un désormais qui fasse appliquer plus fort ces accords de Paris, qui doit prendre ce leadership? Est-ce que ça peut être la Chine, qui désormais est le plus grand pollueur, mais a bien dit qu'elle allait faire des efforts, elle, contrairement aux États-Unis? Est-ce que c'est l'Union? Est-ce qu'on peut vraiment endosser ça? Ça ne peut pas être un seul pays. D'abord parce que, comme ça tombe sous le sens, ça doit être un effort mondial. Moi, je crois très fermement que la Chine restera engagée. J'ai eu l'occasion discuter avec le président Xi Jinping, avec le Premier ministre Li Keqiang, avec le négociateur chinois, et ils m'ont énormément aidé. Et si on a pu faire l'accord de Paris, c'est parce qu'il y avait à la fois l'engagement du président Obama, l'engagement des Chinois, l'engagement des Indiens, des autres pays, et de l'Europe et de la France. Bon. Donc, je crois que la Chine, j'en suis sûr, va continuer et va faire de cette difficulté, puisqu'elle est très polluée, une force. Déjà, ils sont les premiers producteurs en matière de cellules solaires, etc. Simplement, les Chinois ne peuvent pas faire seuls. Et c'est là où je crois qu'il est absolument essentiel qu'il y ait un accord entre l'Union européenne et la Chine. Elles vont se voir d'ailleurs aujourd'hui. Et la France, qui à la fois a des relations extrêmement proches avec la Chine et qui a le rôle qu'on sait en Europe, peut être un facilitateur. Donc, il faut que tout le monde y mette du sien. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas simplement les États. C'est les villes, c'est les régions, c'est les organisations non gouvernementales, c'est les entreprises, y compris les entreprises financières, et c'est les simples particuliers. Tout le monde doit se mobiliser. Victor Mattei est là pour une minute. Il est 8h50, l'essentiel. Il doit quitter la Station spatiale internationale dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, à la fin de 6 mois de mission pour Thomas Pesquet, le Français qui doit atterrir à 16h09, très précisément au Kazakhstan, a posté ce matin un tout dernier message sur Twitter. Les réseaux sociaux très prisés également par Donald Trump, le président américain a officiellement annoncé hier soir le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat signé à Paris fin 2015. Un signal fort envoyé au monde entier et de très nombreuses réactions. La décision de Trump est calamiteuse, dit ce matin le Premier ministre Édouard Philippe, une faute pour l'avenir de notre planète, estimé dès hier soir Emmanuel Macron. Garcia, Cornet, Monfils, Gasquet, tous qualifiés pour le 3e tour de Roland-Garros. 2 Français jouent aujourd'hui pour une place en 8e de finale, Lucas Pouille et Kristina Mladenovic. Et puis une séance de tir au but interminable et à l'arrivée Lyon qui conserve son titre en Ligue des Champions. Les footballeuses du PSG, elles s'inclinent pour la 2e fois en finale. France Info. On est avec Laurent Fabius ce matin sur France Info jusqu'à 9h pour encore 10 minutes. Donc la question c'est vous, Jean-Michel Apathy. Donc nous savons qu'en tant que président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, votre devoir de réserve est exigeant et que bien entendu vous vous attachez à le respecter. Mais nous avons tout de même quelques questions qui, je l'espère, ne l'écorneront pas. Gilles Monstein. Vous êtes juge de la régularité de cette élection présidentielle. Alors question simple, quand terminerez-vous l'étude des comptes de campagne? Alors... nous sommes juges et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de proclamer les résultats lors de l'investiture du président Macron. Pour ce qui concerne les comptes de campagne, la procédure est la suivante. Il y a une commission qui est présidée par un ancien premier président de la Cour des comptes, qui s'appelle M. Logereau, qui examine les comptes de campagne. Ça va lui prendre quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon. Alors, elle va dire les comptes de campagne sont bons, les comptes de campagne ne sont pas réguliers. Il peut y avoir une contestation de la décision de la commission Logereau. S'il y a une contestation, ça vient devant chez nous. Donc, nous ne serons pas nécessairement saisis, mais s'il y a une contestation, nous serons saisis et nous jugerons le plus vite possible. Mais de toutes les manières, la commission Logereau ne tranchera pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
il y a sur toutes les campagnes présidentielles pratiquement, mais après coup, des contestations ou des insatisfactions. 1995, 2007 au moins, pour ces exemples précis. Finalement, le Conseil constitutionnel n'a pas vraiment les moyens de dire si les campagnes sont financées régulièrement ou pas. L'exemple de 1995 a montré. Sur l'aspect financier, vous voulez dire. Oui. Il y a eu quand même une amélioration à la suite de mécomptes précédents. Il y a des dispositions qui ont été votées par le Parlement qui font que maintenant, les comptes doivent être beaucoup plus complets. En particulier, je vous donne cet exemple parce que c'est un des aspects qui avait échappé dans des affaires précédentes. Il faut que les partis disent la contribution qu'ils ont apportée aux candidats. Et, je dirais une formule qui n'est pas juridique, mais qu'on comprendra, qu'il faut que toutes les dépenses annexes, quels que soient ceux qui les ont engagés, soient connus. Bon. Donc, je crois que le contrôle est beaucoup plus précis qu'avant. Et comme il y a eu des contentieux, on se rappelle un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique, je pense que les candidats sont beaucoup plus prudents qu'avant. Laurent Fabius, le garde des Sceaux, François Bayrou a présenté hier une loi de moralisation de la vie politique, appelée pudiquement loi de retour à la confiance. Est-ce qu'on ne risque pas de décourager les vocations politiques en étant trop exigeant ? Alors, je ne veux pas évidemment fuir la question, mais là aussi, comme le Conseil constitutionnel est appelé potentiellement... C'est pour ça que je vous posais cette question générale sur l'exigence. Vous savez que quand il y a une loi... il y a la possibilité pour un certain nombre d'autorités ou pour un certain nombre de parlementaires de nous saisir. Et à ce moment-là, nous disons, c'est conforme à la Constitution ou pas. Et on l'a fait encore, on le fait en permanence. Donc, je ne veux pas être trop précis sur ce point. Bon. Mais votre question est plus générale. Je pense que tout ce qui est favorable à la transparence, à l'honnêteté, qui est un élément... minimum en politique quand même, à l'intégrité, va dans le bon sens. En même temps, et c'est un mot qui est souvent à la mode, il ne faut pas non plus que ça devienne de l'inquisition ou que ça ait comme conséquence que des personnes compétentes ne puissent pas traiter un sujet qu'elles connaissent, ou bien que ça détourne de la vocation politique des personnes de qualité. Mais ça, ce sera au Parlement à trouver l'équilibre. Et nous, le cas échéant, nous serons saisis. Vous avez fait référence tout à l'heure à la cérémonie de passation des pouvoirs le 15 mai dernier en tant que président du Conseil constitutionnel. C'est vous qui avez déclaré Emmanuel Macron légalement ou constitutionnellement élu. Je ne sais pas quelle est la formule. Vous avez notamment dit lors de votre allocution, qui était courte, mais vous avez notamment dit ceci. Monsieur le Président de la République, Chateaubriand a écrit dans une formule qui prend son plein sens « Pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Homme de notre temps, assurément vous l'êtes. » Alors, certaines personnes vous ont reproché d'abord de vous être écarté d'une certaine manière d'un texte légal et d'avoir introduit Chateaubriand dans votre propos. Et puis d'autres ont noté qu'il y avait là comme un petit parti pris. Vous êtes l'homme de votre temps. C'était presque enfreindre le devoir de réserve auquel je faisais référence tout à l'heure. D'abord, sauf des esprits éternellement négateurs, je n'ai reçu, et pourtant vous savez à quel point je suis modeste, que des compliments. D'accord. Et le fait, je dis ça avec un sourire pour nos auditeurs. Il l'avait compris, il l'avait entendu. Le fait que j'ai cité Chateaubriand ne doit pas m'accabler. Bon, après tout, on peut à la fois être juge constitutionnel et de temps en temps lire des livres. Bon. Pour ce qui est de la tradition, comme vous y allez. Pour ce qui est de la tradition, non, c'est audacieux ce que je dis. Pour ce qui est de la tradition, non, c'est inexact. C'est vrai que certains de mes prédécesseurs, et après tout, c'était leur droit, se sont contentés, et évidemment, c'était assez facile, de lire les chiffres, que d'ailleurs on connaissait depuis quelques jours. Mais d'autres, je pense en particulier, parce qu'on m'avait donné les discours précédents, à M. Guéna, avait eu un propos un peu plus personnel, peut-être un peu plus profond. Mais bien sûr, je dois me garder de porter le moindre jugement sur la politique. Un homme de notre temps, ce n'était pas un jugement ?
Non, c'était un constat. Hein. La frontière est ténue. Non, c'était un constat. D'accord. Écoutez, je crois avoir dit, enfin je parle de mémoire, par votre formation, par vos goûts et jusqu'à votre état civil, vous êtes un homme de tendance. Je pense que ça n'est pas très contestable et j'évite le parti pris. Merci Laurent Fabius d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci beaucoup à vous. Et je suis sûr que France Info, tout en étant très objectif, contribuera à travailler pour la planète. Nous y travaillons. Et ce sera le mot de la fin. Allez, bon week-end.